moment où l'euro est en train de naître et provoque de grandes manœuvres dans le monde du business, notre invité, lui, il dirige l'un des plus grands groupes français, est en pleine bagarre contre LVMH pour le contrôle de la marque de luxe Gucci, bataille qu'il remporte. Mais sa première partie de carrière, c'était dans la haute fonction publique, aux côtés justement de Laurent Fabius. Alors aujourd'hui, il a monté son propre fonds d'investissement et il est considéré comme l'un des patrons parmi les plus influents de la planète économie en France. Serge Wimbert, président de Wimbert Capital Partners, est l'invité de Leader. Alors les fonds d'investissement, c'est toujours un peu mystérieux. Serge Wimbert, on va y venir dans la deuxième partie avec Sabine Delanglade des Échos. Immédiatement, bien sûr, l'euro est dans la tourmente grecque aujourd'hui, 10 ans après sa naissance. Est-ce que il aura vécu, comme dirait Stiglitz, le prix Nobel de l'économie? Vous êtes quand même plus confiant que lui? Écoutez, on est dans une période difficile. Parce que simplement la dette, qui était une grande bulle de dette privée, est devenue une dette publique. Et donc c'est ce phénomène-là qui aujourd'hui met l'ensemble des pays de l'Europe sur la sellette. On peut difficilement imaginer que l'euro parte en quenouille, d'abord pour des raisons pratiques. Le schéma de démantèlement de l'euro, c'est un schéma qui est difficile à penser. Mais ce qui est vrai, c'est qu'évidemment l'ensemble de la zone, qui est inégalement endettée, aujourd'hui est solidaire, et donc il y a un phénomène de contagion. On voit que, comme ce qui s'est passé au moment de la crise financière, au début de la crise financière, quand les banques américaines ont été successivement attaquées les unes après les autres, eh bien il en est de même pour les pays les plus endettés de l'Europe. Vous êtes inquiet par exemple sur l'Espagne, puisqu'on n'arrête pas de parler de l'Espagne en ce moment comme l'autre grand pays, l'autre grand malade de l'Europe? Ce qui est préoccupant évidemment, c'est qu'après la Grèce, il faut quelque chose d'autre. Les capitaux qui sont disponibles se précipitent, entre guillemets, sur les plus faibles. Alors, en outre, jusqu'à maintenant, on a été un peu victime de la situation politique, puisqu'il y a des élections en Allemagne. Oui. Ça empêche de prendre de grandes initiatives. Il est clair que nous avons besoin de solidarité européenne. C'est ce qui vient d'être fait pour la Grèce. Et on a sans doute besoin d'affirmation encore plus forte de cette solidarité, voire éventuellement d'une réforme du dispositif pour créer derrière les États individuels une sorte de garantie qui ne soit accordée évidemment que s'il y a une discipline des finances publiques. La grande faiblesse de l'euro, c'est que nous avons été un certain nombre à le soutenir parce que nous pensions que ça encadrerait les politiques de finances publiques et ça forcerait une certaine discipline. Oui. C'est presque l'inverse qui s'est passé. Avec le recul, justement, vous vous dites pas, vous qui avez été aussi dans les arcanes publiques, donc vous avez travaillé sur ces sujets, j'allais dire que vous êtes presque autant, un peu comme Michel Pémraud, autant économiste que chef d'entreprise. Vous dites pas que quand même les grands décideurs de l'époque ont été un peu naïfs avec la construction de l'euro, en laissant rentrer ou en étant un peu trop cool, si vous permettez la formule, avec tout le monde? Ils auraient été un peu plus sévères. En fait, je pense que l'euro, dans son périmètre initial, n'était sans doute pas condamné à connaître de tels avatars. Oui, parce que si c'est le pays, pas plus. Absolument. Le sujet, évidemment, ça a été l'élargissement de la zone euro et le fait que on n'a pas mis des critères d'entrée dans cette zone aussi rigoureux qu'il aurait fallu, et que même si on avait accepté que les critères d'entrée étaient un peu plus bas, il fallait par la suite veiller à une discipline relativement forte. Mais malheureusement, cette discipline a été rarement partagée. Elle n'a pas été partagée non plus par les principaux acteurs. Et à certains moments, et la France et l'Allemagne, qui étaient l'ancrage quand même principal de cet euro, n'ont pas non plus été des modèles de vertu. Est-ce que ça veut dire que le 3% du PIB, qui a été un peu l'espèce d'alpha et d'oméga des déficits publics, est-ce que tous ces critères énoncés un peu d'on ne sait où l'ont été faits un peu dans l'absolu sans tenir compte des réalités, selon vous? Non, ils correspondaient à des calculs assez précis sur ce qui était supportable en termes de croissance et ce qui permettait de soutenir la croissance de la zone euro. Ce qu'on peut remarquer, c'est quand même que nous sommes
pour l'essentiel, la plupart des pays européens sont rentrés dans la crise avec déjà un niveau d'endettement relativement élevé. Et il aurait fallu imaginer que ce 3% était une moyenne, ou en tout cas une limite, mais que c'était une limite qui impliquait qu'en période de hautes eaux, eh bien, on soit à des niveaux nettement inférieurs. On voit très bien qu'on est passé de -3 à -8. Une bonne partie de cet écart, c'est la crise. Oui. Mais évidemment, si on était proche de l'équilibre, à ce moment-là, on était dans une situation beaucoup plus favorable. Ça ne sert à rien de refaire l'histoire. Bien sûr, non, mais il faut se rappeler que les Américains, il y a 9 ans, étaient en excédent et que la France n'a pas connu d'excédent depuis 37 ans. À peu près, oui. Serge Wimbert, il y a quand même un paradoxe avec l'euro, c'est que maintenant, les pays de la zone euro sont à la fois solidaires, on le voit avec ce qui se passe en Grèce, mais en même temps concurrents. C'est-à-dire qu'à la limite, le côté économiste est solidaire, mais le côté business est concurrent. C'est quand même un peu particulier, non, comme système. Vous ne trouvez pas ? Nous sommes effectivement un ensemble économique avec des pays qui ont des économies assez différenciées d'ailleurs, avec des spécialisations internationales, avec non pas une concurrence de pays, mais une concurrence des entreprises. Naturellement, ce qui apparaît clairement, c'est que l'équation de chacun des pays est différente, que les habitudes collectives, la relation à la dépense publique, à l'État, est variée, et que nous n'avons pas mis en place, à côté de la monnaie unique, les éléments, les instruments d'une politique budgétaire aussi, ou d'une politique d'harmonisation de l'économie européenne puissante. Oui, donc on voit bien les limites quand même de la partie uniquement économique de la partie de l'Europe. Essentiellement monétaire. Voilà, il aurait fallu aller plus loin. Mais qu'est-ce que vous inspire le fait quand même, je ne veux pas faire d'anti-américanisme primaire, mais c'est pas un peu ironique de voir maintenant les États-Unis se poser presque en référence par rapport à la tempête qui secoue l'Europe, alors que tout est parti de chez eux justement et que maintenant, je dis pas qu'ils donnent des leçons, mais enfin on n'est pas très loin quand même. Non, mais je crois que lorsqu'on a, au début de la crise, beaucoup ont pensé que l'Amérique était très handicapée pour l'avenir, qu'elle était dans une position durablement affaiblie. Je crois que c'était méconnaître les caractéristiques propres de l'économie américaine, le dynamisme, la capacité de rebond, le positivisme des Américains. Et là, on parle de sujets qui ne sont pas, honnêtement, simplement économiques, qui sont la relation des individus à leur société, l'esprit d'entreprise, la souplesse des dispositifs. Et la vieille Europe, avec des nuances évidemment selon les pays, est une Europe qui a un respect des droits acquis, des rigidités, des règles qui font que ses capacités de rebond sont beaucoup plus difficiles. 10 ans après, 10 ans, Serge Wimbert, 10 ans après sa naissance, vous ne regrettez pas l'euro ? Non, je pense que l'euro est une première étape et je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que s'il n'y a pas d'euro demain, la logique c'est l'appauvrissement de chacun des pays. Je pense que l'euro nous appelle, c'est ce qui vient de se passer, nous appelle à des disciplines, nous appelle à tenir compte de la dette, pas uniquement d'ailleurs pour l'euro, mais parce que c'est de bon sens, ce sont des charges pour les générations futures. Nous devons gérer mieux nos dépenses publiques. C'est un rappel brutal, qui évidemment sous l'influence des marchés, c'est très désagréable. Ça peut être encore très pénible, notamment évidemment pour l'ensemble des populations concernées, mais je pense que ça nous rappelle à des réalités fondamentales. Alors Serge Wimbert, je le disais, vous êtes aujourd'hui patron de Wimbert Capital Partners, qui est un fonds d'investissement. On dit en règle générale, les journalistes spécialisés, les grands journalistes économiques comme Sabine de Langlade disent private equity. Alors qu'est-ce que le private equity? Explication signée Charlotte Grégory. On en parle avec notre invité dans un instant. Les private equity, autrement appelés capital investissement, sont des titres financiers de société. Leur particularité, ils ne sont pas cotés sur un marché. Le fonctionnement est simple. Un investisseur prend une participation dans le capital d'une entreprise dans les premières années de son développement. L'objectif est d'accompagner cette entreprise et de financer les différentes étapes de sa croissance. À ce titre, l'investisseur participe à la gestion de l'entreprise. À chaque étape de développement correspond un type de private equity. Le capital risque, qui est le financement
financement du lancement d'une entreprise, le capital développement qui permet d'accompagner les projets de croissance, le capital transmission ou LBO, il s'agit là du financement apporté lors de la transmission d'une entreprise, et enfin le capital retournement, c'est l'aide à une société en difficulté afin de renforcer la confiance des autres acteurs. Bien souvent, la prise de participation se fait par le biais d'une société de gestion spécialisée et s'adresse à des investisseurs soucieux de diversifier leurs placements. À plus ou moyen terme, l'investisseur peut revendre sa participation. L'avantage de ces fonds, les investisseurs prennent des risques en soutenant une entreprise qui débute. Néanmoins, ils peuvent espérer en retirer une plus-value plus forte que dans un placement traditionnel. Seul bémol, investir dans une société non cotée signifie que la liquidité est beaucoup plus faible. Par conséquent, il est plus difficile de céder une participation. Sabine, est-ce que les fonds d'investissement ont subi la crise? Au contraire, on en a profité, ont été obligés de changer leur façon de faire? A subi la crise, certainement ces fonds qui sont destinés donc à financer les entreprises, à s'investir dans les entreprises, représentaient à peine 10 milliards de dollars au début des années 90. Ils sont montés c'est des chiffres qui sont peut-être un peu poussés, mais autour de 500 milliards, on disait en 2007, et ils sont quasiment retombés de moitié. Donc, d'ailleurs, j'avais envie de vous demander, Serge Wimbert, vous qui avez fondé votre propre fonds en 2005, est-ce que vous n'êtes pas à contre-courant? Est-ce que vous êtes dans le sens de l'histoire? Je crois que les fonds ne méritent ni l'excès d'honneur qu'ils ont connu lorsqu'on était dans la bulle, ni l'indignité dont ils sont victimes aujourd'hui quand on dit tout ce système n'a pas fonctionné. En réalité, ils ont été, comme le reste de l'économie, soufflés, entre guillemets, par la bulle. Il y a une abondance de capitaux, il y a une abondance de crédits pour acheter des entreprises, et donc, naturellement, aujourd'hui, il y a le contre-coup. Pour ceux qui ont une appréciation plus cyclique de l'activité et sur plus long terme, je pense que fondamentalement, cette activité correspond à un besoin. Pourquoi les fonds d'investissement? C'est parce que il n'y a pas toujours, quand on souhaite céder du capital ou faire une augmentation de capital, il n'y a pas toujours les ressources que procure, par exemple, la bourse ou un autre industriel. Donc les fonds d'investissement, c'est un moyen d'assurer la liquidité du capital, d'assurer la liquidité des entreprises, de permettre les transmissions. Ce sont des structures financières qui aident à l'évolution du capital des entreprises. Et qui travaillent sur le long terme. Et qui travaillent, contrairement à l'image qui existe souvent. C'est pour ça que je pose la question. Ayant été pendant quelques années le dirigeant des entreprises cotées en bourse et ayant senti la pression, le souffle chaud sur mes épaules des marchés, je peux dire que l'activité de private equity ou l'activité de capital privé est une activité qui est assez indifférente au court terme. Nous ne publions pas de résultats trimestriels. Nous pouvons, pendant quelques années, faire des efforts d'investissement qui ne se traduisent pas immédiatement dans les résultats. Donc, notre horizon est un horizon de 4-5 ans, voire parfois plus. C'est par une aberration du marché qu'on a vu des entreprises acquises et revendues 18 mois après. Ça n'est pas la norme de ce marché. Mais quand même, LBO, ça veut dire donc acquisition par la dette, enfin en s'appuyant sur un endettement plus ou moins élevé. Et la dette n'est plus très bienvenue, vous l'avez dit vous-même, surtout pas la dette publique, ni par les banques, ni par les entreprises. Donc comment est-ce que... Qu'est-ce qui fait la valeur d'une entreprise sur la longue période? C'est sa capacité de croître. On ne revend pas, puisque c'est notre métier, c'est d'acheter et de revendre. Mais on ne revend pas une entreprise de manière satisfaisante si elle n'a pas des perspectives, si on n'a pas pu lui donner des perspectives ou maintenir des perspectives de croissance. Donc, quand on reprend une entreprise, il faut prévoir le financement de cette croissance. Soit une croissance organique ou croissance externe, les fameux build-up, comme on dit dans ce métier, les acquisitions qui permettent à une entreprise de grossir. Donc, il faut que cette dette ne l'empêche pas. Est-ce que vous trouvez en France des entreprises qui ont une capacité de croissance suffisante, puisqu'on reproche beaucoup aux PME françaises justement de ne pas savoir se développer pour être rentables,
Est-ce que vous êtes capable de faire des grandes PME à l'allemande, de faire croître des PME qui viendraient des grandes PME? Nous avons un fonds qui est spécialisé sur les entreprises de taille moyenne, pas les petites entreprises, les entreprises de taille moyenne. Nous investissons entre 20 et 60 millions d'euros de capitaux propres dans les entreprises que nous rachetons. Et nous le faisons souvent d'ailleurs avec des partenaires. Eh bien, les entreprises que nous avons acquises sont des entreprises qui font du développement, que ce soit par des acquisitions ou par de la croissance organique, et dans des secteurs assez variés. Alors naturellement, il y a une sélection à l'entrée. Il faut pouvoir sélectionner des entreprises qui ont ces capacités pour lesquelles on a identifié des opportunités de croissance. Ce qui fait que le choix, évidemment, des cibles, entre guillemets, ou des entreprises dans lesquelles on investit est essentiel. Est-ce que quand on regarde vos investissements, on voit que c'est pas très high-tech. Enfin, il y a une entreprise de services informatiques, mais sinon, c'est de la distribution, matériel de boulangerie, d'équipements de pièces. Moi, j'ai essayé de suivre une règle classique, c'est-à-dire j'essaie de comprendre ce qu'on fait. C'est la Warren Buffett, c'est ça, j'investis pas. Vous revenez à vos anciennes amours de la distribution, c'est un métier local qui est plus difficile à... Distribution professionnelle, on a investi effectivement dans 2 entreprises de distribution professionnelle, une dans les pièces détachées automobiles, qui n'est pas effectivement très high-tech, et l'autre dans les produits de seconde œuvre. Ce sont des métiers qu'on connaît bien, et ce sont des métiers où il y a des perspectives de croissance. Dans ces 2 affaires, nous avons racheté des concurrents. La première entreprise faisait un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand nous l'avons acquise, elle fait plus de 700 millions, tutoyait les 800 millions cette année. Et dans les produits de seconde œuvre, nous ouvrons des points de vente régulièrement pour agrandir la taille de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des opportunités en ce moment, justement, compte tenu de la crise, ou au contraire, là, il faut rester sur ce qu'on a acquis, les développer, et surtout pas bouger à l'extérieur, ou au contraire... Alors, dans l'immédiat, il y a moins d'opportunités. Mais paradoxalement, c'est pas du tout pour les raisons de financement. Les banques ont recommencé à prêter de manière beaucoup plus prudente que par le passé, avec un coût de la dette qui est supérieur. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un désaccord, entre guillemets, un dissensus entre les acheteurs et les vendeurs. Les vendeurs sont tentés de voir les multiples en bourse qui sont plutôt assez flatteurs. Les investisseurs sont un tout petit peu plus prudents. Ils considèrent que l'économie ne va pas retrouver très vite un taux de croissance élevé. Oui, absolument. Le vendeur veut vendre à son prix et l'acheteur veut... Ça a beaucoup de similitudes. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que nous avons également créé un fonds immobilier. Sabine ? Justement, comment est-ce qu'elles ont traversé la crise? Elles s'en sortent comment, les PME? Parce qu'elles n'ont pas eu comme les grandes entreprises, elles n'ont pas comme les grandes entreprises la soupape des marchés émergents, enfin, très peu. Oui, elles ont moins cette alternative, ou en tout cas cette compensation. Évidemment, les situations sont extraordinairement variées. Mais au total, il y a une première phase où les entreprises ont presque toutes réagi extrêmement vite, ont pu ajuster leurs moyens, leurs effectifs, de la manière parfois la plus élémentaire, c'est-à-dire en réduisant l'intérim et les contrats à durée déterminée, puisque beaucoup d'entreprises bénéficient, entre guillemets, de ces structures d'emploi. Puis la contraction d'activité a aussi généré du cash, avec la réduction des besoins en fonds de roulement. La loi sur la réduction des délais de paiement a joué aussi un rôle relativement positif pour un certain nombre d'entre elles. Donc, situation assez variée. Alors, Serge Wimbert, on le sait pas trop, mais vous êtes aussi, vous allez devenir le trésorier de l'ICM, l'Institut. Je le suis depuis 8 ans, oui. Voilà. Qui va voir le jour à l'automne prochain, inauguré par le président de la République, donc l'Institut du cerveau de la Mouillère-Lépinière, magnifique, impressionnant bâtiment au cœur même de la salle pétrière à Paris. On voit le reportage signé Charlotte Grégory, et puis on parle de l'économie de la santé, puisque c'est un sujet qui donc vous est cher, avec Claude Le Pen, professeur à Dauphine. À tout de suite. Aujourd'hui, 1 personne sur 8 est touchée par une maladie neurologique en France. Un projet va voir le jour en plein cœur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, un centre dédié aux maladies du cerveau et de la moelle épinière, l'ICM. Sa vocation, allier recherche fondamentale, application clinique et partenariat. Il a plein de caractères novateurs. Premièrement, c'est un projet international où les scientifiques ont été extrêmement sélectionnés. Deuxièmement, c'est dans un hôpital et il y aura à l'intérieur même de l'Institut ICM, il y aura un petit service clinique où ne sera fait que de la recherche. Troisièmement,
c'est l'ouverture vers la société civile, vers les partenaires industriels, et il y aura un étage entier qui sera consacré à une pépinière d'entreprise. En Europe, 4 millions de personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, 2,5 millions d'épilepsie, 700 000 de la maladie de Parkinson et 300 000 de sclérose en plaques. Toutes ces maladies neurologiques constituent donc un véritable problème de santé publique. Désormais, il ne suffit plus de repousser l'espérance de vie, mais de bien vieillir. Et c'est pour cette raison que le projet a pris de l'ampleur jusqu'à obtenir le statut de fondation d'utilité publique de recherche. On voit ici environ 100 000 malades atteints d'affections du système nerveux par an. Donc c'est un centre de prise en charge des malades et nous espérons passer rapidement des découvertes qui seront faites dans les laboratoires à l'application chez l'homme en espérant que des malades accepteront de se faire tester les nouveaux médicaments qui sortiront de l'ICM. Volonté politique, démarche médicale et financement, tous les moyens sont réunis. L'Institut du cerveau et de la moelle épinière ouvrira ses portes à l'automne 2010. Alors, Claude Le Pen, visiblement, vous êtes l'un des grands, si ce n'est le grand spécialiste de l'économie de la santé, j'ai dit. Alors, est-ce que toutes ces maladies, c'est le prochain défi qui nous attend et aussi un défi, pas seulement scientifique, mais un défi économique aussi? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que le vieillissement de la population crée et puis le fait qu'on guérisse des pathologies aiguës. Hein. Chaque fois qu'on guérit d'une pathologie aiguë, on crée quelque part une pathologie chronique, notamment neurologique dégénérative, et que c'est quelque chose qu'on connaît mal encore. C'est les mécanismes du cerveau. Il y a des progrès scientifiques à faire, et c'est vraisemblablement le grand défi scientifique, humain aussi, économique de demain. Serge Wimbert, j'ai entendu, professeur Agide, un truc qui me laisse un peu pantois, c'est la première fois que j'entends, c'est la sainte alliance du scientifique et des entreprises. Il y aurait même une pépinière d'entreprises au sein de cet institut. C'est vraiment, pour une rupture, c'est une rupture. Alors, je crois que ce projet est exemplaire par beaucoup d'aspects. C'est un projet qui associe recherche clinique, comme Yves l'a mentionné, mais qui associe effectivement les ressources du public et du privé. Il est au cœur de la Pitié-Salpêtrière, qui est un des lieux originels de la neurologie, puisque c'est l'endroit où Charcot a exercé. Il est tourné vers la recherche, au milieu de l'hôpital. Il bénéficie d'une infrastructure extrêmement puissante, mais il a un statut privé et il associera majoritairement des chercheurs ici du public, issus de l'INSERM, du CNRS, et des chercheurs du privé, recrutés par appel d'offres. Nous venons d'ailleurs de faire le premier et nous avons recruté à ce jour 5 équipes, dont 3 sont des équipes qui viennent des États-Unis, du Canada et d'Italie. Donc nous sommes, je crois, avec cet institut, capables de donner à la France une attractivité supplémentaire en matière de recherche sur un sujet qui est absolument essentiel. Claude Le Pen, c'est un nouveau modèle économique, ce genre de choses, à votre Les avis? partenariats privé-public, les PPP, comme on dit, sont plus qu'une mode. C'est, je pense, une nécessité pour trouver des moyens et puis pour associer des compétences, pour associer des visions. Mais là, c'est vraiment global, puisqu'on le met en plein cœur d'un hôpital du 19e, voire 18e siècle, pour une partie de la Salpêtrière. Donc c'est un peu étrange. On aurait attendu Louis XIV. Oui, Louis XIV. Autant pour moi. On l'aurait attendu en banlieue quelque part. Oui, mais je crois qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite un peu en France, avec une espèce de diminution un peu des guerres de religion entre gens du privé et gens du public. La prise de conscience que la compétition internationale obligeait à élever les niveaux scientifiques, à être innovant sur le plan technologique. J'ai personnellement travaillé avec Yves Agide et Pierre Pollack sur l'évaluation de techniques extraordinaires d'implantation d'aiguilles dans le cerveau, dans la maladie de Parkinson. On a déjà fait par des sociétés, des start-up de technologie tout à fait privées. Donc ça existait et là ça prend une ampleur à l'université, dans les laboratoires de recherche. L'INSERM subventionne, crée des fonds pour aider en quelque sorte des spin-offs, comme on dit, des laboratoires qui s'autonomisent, trouvent des partenaires de private equity, trouvent ensuite des partenaires industriels. Il y a une logique, si vous voulez, qui part du prix du public, passe avec des fonds d'amorçage ou des fonds d'accompagnement, et puis ensuite débouche sur des solutions industrielles dans le meilleur des cas. Et c'est un petit peu ce type de modèle qui s'implante en France, enfin je dirais, parce que c'est ce qui a fait un peu la compétitivité américaine, cette bonne synergie entre public et privé. C'est vraiment le nouveau modèle pour vous, Serge Wimbert? Oui, c'est la recherche en réseau.
c'est-à-dire la capacité d'avoir une recherche ouverte qui utilise des ressources extraordinairement variées, à des stades d'ailleurs très différents de la progression, avec des partenariats très en amont, parfois public-privé, des structures publiques qui, à un moment donné, ont aussi des objectifs de valorisation. Ça veut dire que l'État ne peut pas, ne peut plus remplir à lui seul le rôle de financement. C'est pas uniquement un problème de financement, c'est un problème, je dirais, de polyphonie. C'est un problème de capacité à démultiplier les structures pour avoir quelque chose de trouvé. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que, s'agissant du cerveau, l'imagerie médicale est absolument clé. Et là, ce sont des investissements très lourds. Nous allons investir, première tranche d'investissement d'équipement, je ne parle pas du tout de l'immeuble, 25 millions d'euros pour l'ICM. Vous avez l'argent déjà? Vous avez trouvé les sous? Oui, nous avons déjà, on n'est pas encore au bout de nos peines, donc j'appelle tous les téléspectateurs à nous aider, mais nous avons déjà recruté beaucoup de grands donateurs et nous avons aujourd'hui recueilli plusieurs dizaines de millions d'euros. Claude Le Pen, il y a aussi le grand emprunt qui peut venir un peu dans ce contexte, donner un peu d'air justement à des projets comme celui que soutient Serge Wimbert. Il y a le grand emprunt, il y a les fonds OSEO, il y a tout un ensemble, disons, d'instruments dont se dote l'État en ce moment. Il y a eu, en fin d'année, un séminaire entre l'industrie pharmaceutique et l'État, présidé par le président de la République, pour essayer de trouver, avec des plans, avec un fonctionnaire qui a été nommé pour suivre cette affaire, pour essayer de trouver des nouvelles formules. L'avenir, c'est la science, c'est la compétitivité, c'est le développement technologique. Voilà, il faut trouver de nouvelles sources, de nouveaux relais de croissance, ne serait-ce que pour financer notre protection sociale, ne serait-ce que pour financer un petit peu le progrès social. On a besoin de ça, et donc il faut être innovant dans les solutions. Alors à tous les deux la même question, je commence par vous, Claude Le Pen. Est-ce qu'à votre avis, demain, la santé, on a l'impression que c'est entre guillemets un gouffre sans fond dans lequel on donne de l'argent, mais est-ce que c'est pas aussi quelque part de l'investissement? Comment on peut faire comprendre aux Français que c'est du business en fin de compte et que ça peut être profitable et bénéfique pour tout le monde au-delà de la santé proprement dite? D'abord, la santé, ça rapporte. Ça rapporte. L'année dernière, les dépenses de santé sont accrues de 3 à 4%, alors que l'économie était à moins 2,2. Donc 5 points d'écart, 6 points d'écart pour tirer la croissance. Les dépenses de santé, c'est intégralement des revenus, c'est des revenus domestiques. Bon. Et c'est un facteur de croissance important. Et puis, ça produit de la santé, ça produit du bien-être, ça produit des activités économiques. C'est un des débouchés des sociétés modernes. Aujourd'hui, on va investir dans des activités de ce type, dans l'éducation, dans la santé, dans les loisirs, tout ce qui caractérise une société du bien-être. Très vite, Serge Wimbert, c'est partager. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Claude Le Pen. C'est aussi des grandes entreprises. C'est aussi des laboratoires puissants. Sanofi, par exemple, dont vous allez devenir président. Mais de très nombreux laboratoires en France. Nous sommes un pays d'excellence de la pharmacie. Donc il ne faut pas voir uniquement l'aspect dépenses, ou poids sur les dépenses publiques, mais cela dit, il est vrai aussi qu'on doit réfléchir sur l'efficacité de l'appareil de santé. Serge Wimbert, merci d'avoir été notre invité. Merci Claude Le Pen. Je rappelle que vous êtes professeur à Paris Dauphine. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver cette émission sur www.publicsena.fr. La semaine prochaine, c'est Philippe Carly, le patron de Siemens France, qui sera l'invité de Leader.